Très heureux de vous savoir aussi nombreux à nous suivre en ce moment. Il est 7h à Bamako, 10h à Moscou, en Russie. À la une de l'actualité de ce jeudi 21 mars, le sous-sol malien riche en pétrole, surtout au nord. L'exploitation des ressources minières du nord du Mali est l'un des objectifs des autorités de la transition et cela ne saurait tarder en vue de favoriser la paix et la sécurité et le développement. À Moscou, Maliens et Russes travaillent déjà sur la carte géologique de cette zone. Dans l'actualité également, forêt et innovation, de nouvelles solutions pour un monde meilleur. C'est la thématique abordée cette année par les acteurs de l'environnement à l'occasion de la Journée internationale des forêts. Les précisions dans quelques minutes. Actualité hors de nos frontières, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré que les États-Unis ont présenté un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat lié à la libération des otages dans la bande de Gaza. La chronique judiciaire d'aujourd'hui aborde le thème relatif au secret professionnel de l'avocat. Garibou Pérou nous dira à la fin de cette édition si on doit totalement faire confiance aux avocats. Et puis dans la page des sports avec Abdul Karim Kaba, on parlera des Jeux Olympiques Paris 2024. Le tirage au sort des poules du tournoi de football a déjà eu lieu. En basketball également, la deuxième journée de championnat national de première division a donné son coup d'envoi hier. Et voilà le sommaire. Moussa Papa Aïdara. Merci, 11e jour du mois de Ramadan. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette première édition. Direction Moscou où séjourne en ce moment une délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances. Sur place, il est question d'exploitation de ressources minières du nord du Mali pour favoriser la paix, la sécurité et le développement. C'est la démarche choisie par les autorités de la transition qui accordent désormais la priorité au nord dans l'établissement d'une carte géologique du Mali. Eh bien, l'établissement de cette carte géologique était au cœur d'une séance de travail. Un mémorandum d'entente a même été signé dans ce sens en octobre 2023. Le point avec nos envoyés spéciaux à Moscou, Yaya Konaté et Adama Kamara. D'un côté, la direction générale et des experts de la société Zaroubej Géologia. De l'autre, la délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances est sur la table un mémorandum d'entente signé en octobre 2023 relatif à l'établissement d'une carte géologique pour le Mali. Il s'agit pour notre pays d'avoir une connaissance exhaustive des ressources minières et minérales dont regorge son sous-sol pour mieux les exploiter et les mettre au service du développement. Et dans cette démarche, les autorités de la transition ont souhaité accorder la priorité à la partie nord du pays. Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Aujourd'hui, la zone du nord qui est devenue une zone stable aujourd'hui, il nous est apparu important donc de donner la priorité à faire la carte minière de cette zone afin de pouvoir commencer très rapidement l'exploitation des richesses et de pouvoir favoriser donc la sécurité et la paix dans cette zone. La recherche pétrolière ne restera pas en marge du processus d'élaboration de la carte géologique du Mali. Aujourd'hui, le Mali dispose de certaines données qui vont être transmises à la partie russe pour qu'ils puissent les analyser, pour que dans un premier temps, nous puissions avoir également des résultats par rapport à la qualité de tous les produits pétroliers que nous avons, de tous les produits liquides que nous avons sur l'ensemble du territoire et comment, en tout cas, assurer une meilleure exploitation de ça. Contrairement au nord, de nombreuses études sont déjà disponibles en matière d'exploration et d'exploitation minière dans le sud du pays. Il s'agit pour les deux parties d'aller plus loin dans le cadre de ce nouveau partenariat. La partie qui ne sera pas concernée donc, par ces deux études, donc, sur 1 sur 200 000 ou 1 sur 50 000, donc de demander à la partie russe donc, de travailler sur ça pour qu'également dans un délai maximum de 18 mois aussi, nous puissions disposer d'une carte beaucoup plus précise et permettre donc de mieux mettre en œuvre le nouveau code minier. Faire en sorte que les ressources minières du Mali profitent à tous les Maliens et contribuent au développement du pays, telle est la finalité recherchée par les autorités du pays. La renégociation de contrats et l'adoption d'un nouveau code minier font partie des actes déjà posés dans la poursuite de cet objectif. Moscou, Yaya Konaté, Adama Kamara pour l'ORTM.
Poursuivons avec l'actualité internationale. D'abord, sur le continent, au Cameroun, une paralysie parlementaire qui inquiète jusqu'au sommet de l'État. Plus de 2 semaines après l'ouverture de la première session ordinaire de l'année, les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, n'ont mené la moindre activité. Interrogés sur la question, députés et sénateurs ont tous la même réponse. On s'ennuie. D'aucuns sont même retournés dans leur circonscription d'origine, signe évident qu'ils n'ont rien à faire à Yaoundé où siègent ces institutions. Au Tchad, à 2 mois de la présidentielle, le nouveau code électoral au cœur des critiques des conseillers d'opposition pointe du doigt certaines dispositions qui marquent, disent-ils, un grave recul en termes de transparence qui risquerait d'entamer la crédibilité du processus électoral à venir. Selon l'ancien code électoral, les résultats devaient être affichés devant les bureaux de vote après le dépouillement. C'est désormais terminé. Les représentants des partis politiques ne reçoivent plus de copies des procès-verbaux à la sortie des bureaux de vote. Autre changement notable, le bulletin unique est abandonné pour les législatives, sénatoriales et locales. Les candidatures indépendantes sont limitées. Guerre au Soudan après la reprise d'Ondordouman et le renforcement de la présence de cette armée à Bari. L'armée promet la capitale de l'État d'Al Jazeera. Parallèlement, une campagne de frappe aérienne vise les positions des forces de soutien rapide dans plusieurs autres États. L'armée est en train de réaliser des avancées sur plusieurs fronts. Depuis le début de la semaine, des frappes aériennes pilonnent les positions des FSR au Darfour Nord, comme la ville d'Al-Fasher, visée à plusieurs reprises. Hors du continent, à Gaza, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré que les États-Unis ont présenté un projet de résolution devant le Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat lié à la libération des otages dans la bande de Gaza. Le secrétaire d'État américain a ajouté espérer que cette initiative envoie un signal fort. Cependant, aucun vote n'est pour l'instant programmé sur ce texte. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Justement, retour à Bamako, ce 21 mars est célébré comme chaque année la Journée internationale des forêts. L'édition 2024 a pour thème forêt et innovation, de nouvelles solutions pour un monde meilleur. Une thématique qui revêt d'une importance capitale en rappelant à chacun le rôle crucial des différents écosystèmes forestiers et la nécessité urgente de les protéger. À cette occasion, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a adressé un message à la population malienne. La synthèse du message du ministre Mamadou Samaké avec Agibou Koulibaly. Les forêts jouent un rôle crucial dans la régulation du climat, la préservation de la biodiversité et la fourniture de ressources essentielles pour la vie sur Terre. Le ministre appelle chacun d'entre nous à identifier des actions de protection et de restauration des forêts. Mamadou Samaké, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. La forêt est aujourd'hui sujette à de fortes pressions dues aux effets du changement climatique, aux coupes abusives de bois et défrichements anarchiques, à l'industrialisation et l'urbanisation galopante, à la construction de routes et de barrages, aux occupations illicites du domaine forestier sans une réelle compensation, aux recherches minières et à l'orpaillage, au surpâturage et feux de brousse, etc. Ces pressions sur les forêts entraînent des conséquences drastiques qui sont la disparition de la flore et de la faune, la perte de la biodiversité, l'encroûtement des sols, la formation de dunes, le comblement des bas-fonds, des lits, des cours d'eau, les phénomènes d'épidémie et épizootie, et enfin l'insécurité climatique et alimentaire. Pour le ministre Samaké, nous devons promouvoir une gestion forestière durable, soutenir les initiatives de reforestation et lutter contre les pratiques destructrices. Nous devons intensifier les actions portant sur les classements de nouvelles forêts, la rationalisation des prélèvements de bois, le contrôle des défrichements, la lutte contre les feux de brousse et l'érosion des sols, l'aménagement des aires protégées, l'agriculture et l'élevage résilient et durable, la substitution du bois énergie et du charbon de bois par d'autres sources d'énergie alternatives écologiques. D'ores et déjà, mon département, en rapport avec les départements en charge des mines, de la justice, de l'administration du territoire et de la sécurité, sont engagés sous le leadership des plus hautes autorités dans une lutte implacable contre toutes les formes d'agression de nos forêts. Aussi, si chaque Malienne
et chaque Malien plantait et entretenait un arbre par an, nous aurions environ 22 400 000 nouveaux arbres tous les ans. À ce rythme, le Mali regorgerait des grandes forêts à l'horizon 2030. En célébrant les forêts aujourd'hui, nous reconnaissons non seulement leur valeur intrinsèque, mais aussi leur importance pour les générations futures. En travaillant ensemble pour préserver nos forêts, nous investissons dans un avenir plus vert, plus durable et plus résilient pour tous, conclut le ministre Samaké. De l'environnement à l'agriculture, il n'y a qu'un seul pas. Visite de la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel au Centre régional de recherche de l'ICRISAT. Cette visite s'inscrit dans les cadres du projet Union européenne Absan Mali. Il s'agit pour la représentante de l'Union européenne pour le Sahel de s'enquérir des résultats engagés par l'ICRISAT dans le domaine de l'agriculture et dans l'autosuffisance alimentaire. Le point avec Ibrahim Kaou Konaté. Améliorer la productivité des cultures et la résilience au climat pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, tels sont les objectifs du projet UE Absan au Mali. Emmanuela Deléré, représentante de l'UE pour le Sahel. L'objectif de cette visite ici, de visiter ce projet pour comprendre mieux comment est organisé et les grands résultats qu'il a obtenus, est de pouvoir obtenir des informations pour passer des messages à l'Europe, parce que l'Europe a beaucoup investi dans ce projet et je pense que c'est bien que les gens savent que vraiment un projet comme ça peut changer les choses, pas seulement pour les Maliennes, mais pour les Européennes, faire encore plus pour le Mali et pour la région du Sahel. Emmanuela Deléré et sa délégation ont visité les champs d'expérimentation du sorgho, le laboratoire de pathologie végétale et le centre de traitement des semences. Dr McDonald Bridge Jumbo, représentant ICRISAT. Master students and also several interns. Présentement, l'Union européenne appuie un projet au niveau de l'ICRISAT qu'on appelle Absan. Et ce projet a 4 composantes principales. La première, c'est augmenter la productivité des cultures du Sahel, donc du Mali. La deuxième composante, c'est renforcer la capacité de génération de ressources au niveau des femmes à travers la transformation. Renforcer le système national, les différents programmes de recherche au niveau du Mali, renforcer les capacités individuelles, que ce soit au niveau des étudiants ou même des producteurs. Ce projet couvre 4 régions qui sont Caille, Ségou, Koulikoro, Sikasso. Sa cible, les exploitants agricoles et les producteurs de sorgho, mil, arachide et le niébé au Mali. Sur un tout autre plan, les groupes scolaires Inayaro et Nelson Mandela sont les nouveaux bénéficiaires des œuvres sociales du président de la transition. Ils viennent de recevoir chacun un forage d'adduction d'eau potable, ce qui va considérablement améliorer les conditions d'apprentissage des enfants. Les 2 points d'eau ont été inaugurés hier par le conseiller spécial du président de la transition en charge des œuvres sociales, Batraori. L'eau, source de vie et de joie pour les élèves des groupes scolaires Ina Yaro de Bangoné en commune 1 et Nelson Mandela de l'hippodrome en commune 2 du district de Bamako. Les 2 établissements scolaires bénéficient respectivement du forage au compte des œuvres sociales du président de la transition. Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition. L'engagement du président de la transition envers les enfants maliens en général et les écoliers en particulier. Les bénéficiaires sont unanimes quant à la pertinence des 2 forages réalisés. Kone Rukiatou Dia, directrice de l'académie Rive Gauche. C'est très important en matière d'assainissement qu'il y ait vraiment de l'eau pour ces enfants. C'est une satisfaction pour tout le monde, et pour les parents et pour les élèves, qui améliore la santé et la qualité aussi des apprentissages. Les responsables des comités de gestion scolaire des 2 établissements promettent de faire bon usage des installations ainsi offertes par le président de la transition. « 15 minutes au-delà de 7 heures et nous abordons la page des sports. D'abord, basketball. La 2e journée du championnat national de première division a donné son coup d'envoi hier. À l'international Jeux Olympiques Paris 2024, le tirage au sort des poules du tournoi de football a eu lieu également. Et en football féminin, la 4e journée du championnat national de Ligue 1 a été jouée hier. On voit tout cela avec Abdul Karim Kaba. Football féminin, la 4e journée du championnat national de Ligue 1 a été jouée hier. Sur la pelouse de l'AS Real de Bamako, l'AS Police a battu le Centre UFC par 5 buts à 0.
Amazon Commune 5 et les Super Lions d'Amdalaï ont fait match nul 3 buts partout. L'AS Entente de Sirakoro s'est imposée devant l'AS Étoile de Bouni 2 buts à 0. Sur le terrain municipal de Sikasso, l'AS Momo a perdu contre l'AS Real de Bamako 0-1. À Sévaré, l'AS Soudoubaba a été largement dominée par l'USFAS à 4 buts à 0. La rencontre Saramaya de Kati, AS Mandé de la commune 4, n'a pas eu lieu. L'AS Saramaya a signé forfait. Jeux Olympiques Paris 2024, le tirage au sort des poules du tournoi de football a lieu. Elles seront 12 équipes à batailler du 25 juillet au 10 août prochain pour succéder au Canada vainqueur du trophée à Tokyo en 2021. Dans le groupe D, le Mali affrontera le Paraguay, l'Israël et une équipe de l'Asie dont l'identité n'est pas encore connue. D'ailleurs, pour bien se préparer, le Mali affronte le Japon en amical international demain vendredi à Osaka, au Japon. La France, automatiquement qualifiée en tant que pays hôte, va affronter les États-Unis et la Nouvelle-Zélande dans le groupe A. Rappelons que les Jeux Olympiques Paris 2024 se tiendront du 24 juillet au 10 août prochain. Basketball, la deuxième journée du championnat national de première division a donné son coup d'envoi hier. Au compte de ce démarrage de la deuxième journée, au Palais des Sports Salamatou Maïga, en homme, l'USFAS a dominé Atra Club de Kidal 73-66. Chez les dames, l'USFAS a été battu par Calaban Sport Club 64-67. Suite de cette deuxième journée, cet après-midi, en dames, l'AS Mandé de la commune 4 joue contre le Djolibassi à 15h. L'AS Police sera face à l'AS Real de Bamako à 17h. Et à 19h, il y aura chez les hommes AS Police, AS Real. Les autres rencontres de la journée sont prévues samedi toujours au Palais des Sports Salamatou Maïga. Toujours en basketball, chez les moins de 18 ans masculins et féminins, le Mali arbitrera du 23 mars au 1er avril prochain le tournoi international de l'amitié. À jour J-2, la commission d'organisation était face à la presse hier pour faire le point des préparatifs. Il ressort de cette communication que tout est fin prêt. Les organisateurs exhortent cependant l'implication de la presse pour une meilleure vulgarisation de l'événement. Le compte-rendu de la conférence de presse, c'est avec Salif Ouedrago. Ce tournoi de basketball U18 masculin et féminin, dénommé Tournoi international de l'amitié, que va abriter notre pays, regroupera du 23 mars au 1er avril prochain 5 pays. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry, du Sénégal, de la Tunisie et du Mali. À quelques jours du démarrage de l'événement, les organisateurs ont tenu à rassurer le public sportif que toutes les dispositions sont prises pour réussir l'organisation de ce tournoi. Amadou Diarra Yalkoy, président de la commission de l'organisation du tournoi international de l'amitié. L'organisation de ce tournoi à Bamako permettra de renforcer l'image du Mali sur le plan international et de raffermir les liens d'amitié et de coopération avec ces pays dans le domaine des sports, sur le plan social, sur le plan culturel. Le tournoi vise principalement à offrir un cadre de préparation aux sélections nationales en vue des échéances futures afin que le Mali soit sur les premiers rangs lors des différentes compétitions internationales qui pointent à l'horizon. En plus de l'organisation, la communication est un autre défi à relever. C'est pourquoi un accent particulier a été mis sur le rôle de la presse dans la mobilisation. La presse, dans sa globalité, a un rôle important à jouer. Dans cette mobilisation, nous sommes persuadés qu'elle va s'y mettre, elle va contribuer efficacement, comme à chaque fois que notre pays s'est retrouvé face à des défis engageant son image. La particularité du tournoi est que les moins de 17 ans filles du Mali seront également de la partie. À noter que tous les matchs de la compétition se tiendront au Palais des Sports Salamatou Maïga. Chronique judiciaire. Je voulais annoncer également dans les titres la relation entre l'avocat et le secret professionnel traduit l'ambivalence de la fonction de l'avocat, défenseur de son client. L'avocat est tout à la fois le dépositeur sacré de ses confidences et dans une certaine mesure le maître des limites du secret. Dois-je tout dire à mon avocat? Pourquoi l'avocat divulgue-t-il les informations qui lui sont livrées sous le sceau de la confidence? À la découverte du secret professionnel de l'avocat avec Garibou Perrault. Secret ou confident est ce qui ne doit être révélé. Comme toute autre profession, la profession d'avocat a aussi ses secrets. L'avocat, de par sa position de conseil, doit respecter le principe du secret professionnel. Il lui est défendu de divulguer une affaire de son client. Il en est encore moins question celle d'ordre judiciaire. Maître Mamadou Drago, avocat inscrit au barreau du Mali. Le concept est régi par le règlement numéro 5
qui régit la profession des avocats dans la zone UMOA, notamment en son article 44, qui fait défense à l'avocat en toute matière de procéder à la divulgation des informations à caractère secret dont il a connaissance de par sa position de ses clients. Et la même disposition fait également alors interdiction à l'avocat de divulguer les secrets de l'information judiciaire. Le secret professionnel de l'avocat est souvent mis à de rudes épreuves. Au prétoire, par exemple, l'avocat porteur de messages de son client peut lever le secret professionnel. Est-ce son comportement est suffisamment motivé ici pour les clients de rompre la coopération? Si l'affirmation à la barre, donc au prétoire, par l'avocat des faits pouvant être considérés, sinon des informations pouvant être considérées comme secret professionnel, est dans l'intérêt du client, alors l'avocat peut bien les affirmer et c'est au bénéfice justement de son client parce que l'avocat est investi de la mission d'assurer la défense du client. Pour résumer, le client a intérêt à dire tout et absolument tout à son client pour prétendre à une bonne défense. Le cabinet de l'avocat peut être soumis à une perquisition ou à une mise sur écoute dès l'instant où le client est impliqué dans la criminalité transnationale organisée. Ce qui est absolu pour l'avocat, c'est plutôt la relation de confiance entre lui et la personne qu'il défend. L'avocat est dépositaire d'une information qui pouvant constituer un secret à caractère secret de son client. Il a l'obligation de garder ça sous secret, même après la mort de ce client. Une fois que son cabinet a été perquisitionné en vertu, sinon en exécution d'une décision de justice, n'est plus tenu de quoi que ce soit. Parce qu'il y a un élément extérieur et une force, la force de la loi, la force de la décision de justice qui s'impose à l'avocat. Le secret professionnel est protégé par la Convention européenne des droits de l'homme dans son article 8 et aussi par les textes nationaux. L'avocat ou confident nécessaire est investi d'une mission, celle de porter la parole du justiciable, et le non-respect de cette obligation au code de conduite l'expose à des sanctions qui peuvent être civiles, pénales ou encore disciplinaires. Voilà ce que vous avez en droit de savoir pour cette première édition. La deuxième est prévue pour 13h. Ce journal vous a été présenté par Moussa Papaïdara, mise en onde bien assurée par Alou Koulibaly, mise en ligne Tamsir Diabaté, réalisation coordination Ousmane Dao. Tout de suite, vous pouvez suivre les avis et communiquer avec Moussa Koulibaly. Merci à tous pour votre attention. Prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire quoi qu'il arrive. Belle journée à tous sur ORTM.